Bonjour à tous et à toutes, il est 13h51, merci de nous écouter sur 2ICP Radio. Vous le savez, désormais chaque vendredi en début d'après-midi, vous avez rendez-vous avec votre nouvelle émission Temps additionnel. Comme la semaine dernière, les chroniqueurs présents autour de la table reviendront sur l'actualité sportive de la semaine. Alors au programme aujourd'hui, la Ligue des Champions bien sûr, la Coupe de la Ligue, Raphaël Nadal et Roland Garros avec notre expert tennis et enfin les traditionnels pronostics. Allez, sans plus attendre, on commence par la présentation de nos chroniqueurs autour de la table. Maxime Anneau est avec nous. Hello Maxime, ça va ? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Lucas Baron est avec nous également. Salut à tous. Ça va ? Très bien et toi ? Bah ça roule. Maxime Lalo également. Bonjour. Ça va ? Très bien. Nickel. Et enfin, Naofel Benbouzid. Ça va très bien. Ça va ? Je t'avais pas demandé, mais ça va, parfait. Ça va très bien. Prêt pour la seconde émission ? Okay. Allez, c'est parti. On va commencer avec le premier thème. Et on commence bien sûr avec la Ligue des Champions. Ce mercredi, c'est Paris qui affronte Barcelone en quart de finale aller au Parc des Princes. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, messieurs les chroniqueurs, est-ce que Paris peut refaire le coup du Parc des Princes au match aller lors des poules, où Paris s'est imposé 3-2? Naofel ? Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, vu les suspendus et les blessés, je pense qu'ils ne pourront pas faire face au Barça à l'aller, en tout cas. Je pense qu'ils vont rester sur une dynamique défensive. Je pense qu'ils vont pas. Je pense qu'ils vont pas faire face au Barça à l'aller, mais peut-être qu'au retour ils peuvent créer une surprise sur le Camp Nou. Plus au Camp Nou ? Oui, parce qu'il y a trop de suspendus et de blessés à l'aller, et je pense que c'est ça qui va faire que. Lucas, peut-être un petit mot ? Moi, je pense que ça va être compliqué à l'aller, comme l'a dit Naofel, puisque David Luiz blessé, Thiago Motta, Ibra, Verratti suspendu. Je pense que ça va faire beaucoup. Maintenant, on sait qu'avec Paris cette année, il y a beaucoup de retournements de situation, de choses inattendues. Donc, pourquoi pas créer l'exploit, mais je pense que déjà un résultat nul serait déjà peut-être pas mal pour Paris. Parce que Paris non plus n'était pas favori lors des phases de poule. Ils avaient quand même gagné 3-2, on s'y attendait pas. Ouais. Donc vous pensez, vous deux pour l'instant, que Paris ne peut pas recréer cet exploit ? Lucas ? Je pense que ça sera un match totalement différent. Les deux équipes déjà sont très différentes du début de saison. Le Barça notamment, on sait qu'ils sont mieux organisés qu'en début de saison et je pense que ça va être compliqué de contenir les 3-2 devant surtout. Est-ce que l'enchaînement des matchs là, ça peut peser lourd dans la balance au niveau du Paris Saint-Germain qui va jouer samedi, on le rappelle ? Maxime ? Déjà, je vais revenir sur ce qu'a dit Lucas. Moi, je suis complètement d'accord. Et sachant qu'en match aller, c'est David Luiz qui a marqué un but décisif. Et là, qu'il n'est pas là, ça peut peser dans le match. Et aussi, le Barça est beaucoup plus puissant, je pense, que le match au Parc pendant les phases de poule. Et pour le calendrier, non, je pense que ça ne va pas être un souci parce que demain, en Coupe de la Ligue, le PSG va faire tourner un peu, je pense. Donc... Non, Verratti et Ibra ne vont pas jouer au match aller, ils vont être frais pour le retour. Non, je pense que si on perd, c'est pas un problème physique. Maxime Lalo voudrait ajouter quelque chose, je crois. Ouais, parce qu'après, on peut aussi parler de la forme actuelle du FC Barcelone. On voit qu'ils ont trouvé une assise défensive costaud quand même, avec Jérémy Mathieu qui monte, c'est vrai que c'était le gros point faible qui du monte Barça. en puissance. Ils ont trouvé une complémentarité avec Piqué. Mascherano devant la défense est très costaud aussi. Et devant, même si on n'est pas encore sûr, mais Messi serait peut-être incertain de sa blessure, par sa blessure au pied droit contractée avec la sélection argentine. Alors, il a joué quand même. Oui, il a joué, mais c'est sûrement un coup de bluff comme l'avait fait auparavant face au PSG également le staff du FC Barcelone. Sûrement un coup de bluff pour déstabiliser les Parisiens, mais je pense qu'ils sont habitués à ce genre de... Donc là, tu penses que Messi a moyen qu'il non, pas du tout. C'est vraiment le staff du Barça. Là, je reprends vraiment les propos du staff du Barça. On fait croire aux Parisiens que Messi va être incertain, alors que c'est totalement faux. Sûrement pour les déstabiliser. Bon, je trouve ça un peu puéril comme façon de... Mais Messi, est-ce que pour vous, c'est clairement la clé du match ? On se souvient, il y a 2 ans, c'était déjà en quart de finale de la Ligue des Champions. Messi était blessé, il n'avait pas débuté le match. Il a suffi qu'il rentre et Paris a été éliminé. Est-ce que pour vous, Messi, je ne sais pas, c'est la clé du match ? Lucas ? Je pense que, comme toujours, Messi reste pour moi le meilleur joueur de la planète, donc il faudra y faire attention. Mais
Je pense que dans cette équipe barcelonaise, toutes les individualités sont dangereuses et faudra pas trop se focaliser, je pense, sur Messi pour ne pas laisser des espaces derrière à Suarez, Neymar ou Iniesta. Je peux rebondir sur ce que dit Lucas, Vas-y, parce que Maxime. Suarez a quand même marqué un but important dans le Classico. Il a été auteur d'un doublé mercredi face à Almeria, donc c'est pas le grand Suarez de Liverpool, mais on commence à retrouver le grand joueur qu'il était du côté des Reds. Je reviens sur le cas Messi. Est-ce que pour vous, le PSG doit préparer un plan anti-Messi ou alors ça serait une grosse erreur, Naofel? Non, je pense que voilà, Messi il est très très fort, etc. Mais je pense que ça sert à rien de faire un plan anti-Messi. Après voilà, il faut savoir que le Barça ils ont une attaque très offensive qui marque beaucoup de buts. Maintenant, de notre côté, du côté de Parisien, Pastore, il est très très bon. On a vu juste lors de la demi-finale contre Saint-Etienne dernièrement, on a vu que il est toujours habile avec ses deux pieds et je pense que lui aussi peut créer la surprise face au Barça. Maxime, Adno, peut-être un plan anti-Messi, un mot là-dessus? Non, moi je suis d'accord avec Naofel, il ne faut absolument pas faire un plan anti-Messi parce que les matchs qu'on a fait contre le Barça, on n'a jamais fait de plan anti-Messi et on s'en est plutôt bien sorti. Et justement, si on fait un plan anti-Messi, ça va laisser de la place à Neymar pour moi qui est presque je ne vais pas dire au niveau de Messi, mais qui est meilleur que tous les joueurs parisiens, je pense. Donc non, il ne faut absolument pas faire de plan anti-Messi. Je vois que tu dis on en parlant de Paris. Ouais, Donc, non, c'est bon. Petit supporter parisien. Ouais, je suis c'est supporter ton parisien, même mais c'est vrai que je vais devoir dire le Paris Saint-Germain durant cette on a un émission. supporter rennais, un supporter lyonnais. Nos auditeurs sont au courant. Ok. Je change un petit peu de sujet. Enfin, je reste sur le Paris Saint-Germain, mais il y a beaucoup de blessés, on l'a dit, à Paris. Quelle est selon vous l'absence qui sera la plus préjudiciable? Est-ce que ce sera Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic, David Luiz, Thiago Motta? Lucas? Je pense de mon côté que David Luiz va beaucoup manquer parce que c'est vrai que Verratti ou Ibra sont très importants, mais pour un match comme ça, je pense que David Luiz arrive à comment dire, Galvanisé. voilà, c'est exactement, merci Maxime, à galvaniser toute son équipe et les joueurs qui jouent avec lui. Donc je pense que ce sera préjudiciable, surtout au milieu de terrain, avec l'absence de Thiago Motta. Sûrement, il aurait joué en 6. Je pense qu'il aurait pu apporter du punch et je pense qu'il va manquer. Oui. Est-ce qu'on a des infos sur la compo probable, par exemple le milieu de terrain, Pastore, est-ce qu'il sera au milieu dans les 3 ou... Messieurs les experts, est-ce que vous avez vu ça? Des infos sur... Déjà, attendons le match de ce week-end parce que Oui, déjà de samedi, oui. on ne sait jamais, une blessure peut vite arriver, mais pour l'instant, rien de nouveau sur cette compo. Ouais. Pour rebondir aussi sur votre joueur dont l'absence est préjudiciable, moi j'aurais pensé plus à Verratti au milieu de terrain parce que je trouve qu'il a une tenue de ballon exceptionnelle. Et étant donné qu'on est le Paris Saint-Germain joue à domicile en match aller, c'est là où il a le plus de chances de tenir le ballon, même si ça reste compliqué. Et Verratti aurait été un grand atout pour le Paris Saint-Germain pour cette conservation de balle. Lucas, tu veux dire quelque chose? Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Maxime, mais je nuancerai quand même son propos. Je pense que Verratti est certes très important, mais contre le Barça, David Luiz, je pense que surtout avec l'absence, comme je l'ai dit, de Thiago Motta, je pense que en 6, Cabaye sera sûrement aligné. Je pense qu'il y a plus de quoi remplacer Verratti que David Luiz ou Motta au milieu. Vous n'avez pas parlé de l'absence de Zlatan, bizarrement. Est-ce que, je sais pas, c'est un mal pour un bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on sait que Zlatan, dans les matchs de Ligue des Champions, les matchs importants, des fois, il n'est pas forcément présent. Maxime, qu'est-ce que tu en penses, toi? Là, on s'est rendu compte qu'à Stamford Bridge, on a pu se qualifier sans Zlatan. Et pire, à 10 contre 11. Donc, je pense que le PSG, là, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent être très, très performants sans Ibrahimovic. Et c'est pas un mal pour un bien, parce qu'il est quand même très, très performant. Ça reste un de nos meilleurs joueurs. Mais moi, je crois en Edinson Cavani. Et on aura peut-être même sûrement le retour de Lucas. Donc, je pense vraiment que... sachant qu'il va revenir au match retour, c'est quand même super bien. Mais au parc, on peut s'en sortir sans lui.
Lucas d'ailleurs qui a dit qu'il reviendrait, qui sera présent normalement samedi pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Bastia. Du coup, pour conclure sur le thème Paris Saint-Germain, Ligue des Champions, il n'y a plus de Zlatan dépendance à Paris, selon vous, Lucas ? Je pense que malgré la récente performance contre Chelsea, je pense qu'il reste quand même une Zlatan dépendance. Je pense que dans tous les clubs où il est passé, son équipe a été dépendante de lui. Il apporte quand même de la sérénité à son équipe, de la force mentale en tout cas. Je suis pas d'accord pour dire que ce serait un mal pour un bien qu'il soit absent au parc, surtout au parc où il faudra sûrement marquer. Il faudra un attaquant qui pèse sur la défense, et Cavani qui a un style plus de profondeur. Je pense que ça va être compliqué quand même. Tu as dit qu'il faudra marquer, mais il faudra aussi surtout ne pas prendre de but surtout, pour le coup. Naufel, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet ? Non, je voulais juste rebondir sur ce qu'il a dit Lucas. Je voulais dire qu'en gros, à propos de Zlatan, il disait que il y avait, par tous les clubs où il est passé, il y a eu une Zlatan dépendance. Moi, je pense que quand il était au Barça, au contraire, il y avait Messi. Et je pense que c'est Messi qui a un peu volé la place de Zlatan à ce moment-là. Aujourd'hui, Zlatan, il est un peu à Paris. Je pense que c'est le plus complet, c'est le meilleur joueur. Maintenant, il est suspendu. Je pense que si Cavani revient de blessure, je pense qu'il peut un peu le remplacer. Parce qu'après, il faut savoir que Cavani, il était un peu régulier. Dans les matchs, il marque souvent. Maintenant, après, voilà, comme il a dit Lucas, il a un certain style que Zlatan n'a pas. C'est un buteur. Et je pense qu'on aura bien besoin de lui face au Barça. Tout à fait. Bah écoutez, on laisse Paris de côté pour le moment. On passe à l'AS Monaco qui va aussi disputer son quart de finale aller de la Ligue des Champions contre la Juventus, large leader de la Serie A. Alors moi, je voudrais poser une question à vous, messieurs les experts. Est-ce que Monaco est condamné à l'exploit pour espérer atteindre les demi-finales ? Maxime ? Pour moi, déjà, l'AS Monaco a plus de chances de passer en demi-finale que le Paris Saint-Germain. Même si la Juve, c'est une grosse équipe, mais ils ont un peu le même style de jeu. Je vais dire, la Juve Monaco, une équipe très défensive, le Catenaccio qui est cher à Naufel. Et non, mais ils jouent le match aller à la Juve, comme ils ont pu le faire en huitième de finale contre Arsenal. Donc c'est toujours bien de recevoir au match retour. Et s'ils prennent peu de buts, parce que je pense qu'ils ne marqueront jamais 3 buts à Juventus Stadium, s'ils prennent peu de buts, ils peuvent créer l'exploit. Ils ont vraiment une bonne équipe avec beaucoup de jeunes et ils se connaissent très bien. Il y a aussi des joueurs d'expérience comme Carvalho, Toulalan, qui peuvent s'additionner à des Martial, Ferreira, Carrasco. Donc je pense que, sachant que la Juve n'a pas Pogba et quelques joueurs clés, Pirlo, je ne sais pas si Andrea Pirlo est de retour. Incertain, donc ça laisse de bonnes chances à Monaco de se qualifier. Donc Monaco avec un petit cocktail jeunesse et expérience peut passer. Donc la Juve, c'est prenable pour toi ? Oui, pour moi c'est prenable. Lucas, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je suis assez en contradiction avec ce que vient de dire Maxime. Je pense que sur le papier, ça semble compliqué. Comme il a dit, c'est deux équipes qui se ressemblent assez, deux styles assez défensifs donc. Je pense que la Juventus est pas prenable sur son terrain, sur ce style défensif. Je pense qu'ils s'y connaissent assez pour contrer une équipe monégasque qui est passée contre Arsenal, mais faut pas oublier que Arsenal les a sûrement pris un peu de haut. Peut-être. Ouais. Voilà, je pense, et donc je pense que ça va être compliqué pour Monaco. Maxime ? Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Lucas. Quand tu dis que la Juve est imprenable chez elle, le meilleur exemple, c'était en demi-finale aller de Coupe d'Italie. La Fiorentina a battu 2-1 la Juve sur son terrain, avec une stratégie mise en place par Vincenzo Montella qui a fonctionné à merveille. Et ça ressemble un peu au jeu de Monaco, c'est-à-dire évoluer essentiellement en contre-attaque avec des ailes très rapides. Et quand on voit les joueurs de la Fiorentina et de Monaco, c'est le même style de joueur, c'est-à-dire Mohamed Salah, très très rapide, très technique, et qui en plus finit les actions. Et on peut comparer ça avec Ferreira, Carrasco, Nabil Dirar ou encore Bernardo Silva, qui vont très vite vers l'avant, qui se projettent très vite, avec un Joao Moutinho en 10 qui permet de donner de très bons ballons, qui voit très bien le jeu.
Donc je pense que cette opportunité-là pour Monaco semble la meilleure pour battre la Juventus. Oui, je voulais rajouter, premièrement, je pense, j'ai pas dit que vraiment la Juve était imprenable chez elle, plutôt sur son style. Et deuxièmement, je pense que déjà, faut souligner que contre la Fiorentina, la Juventus avait quand même une équipe B. Donc, certes, la Fiorentina les a battus 2-1, mais il faut pas... Et la Juve s'est qualifiée, ils ont gagné 3-0 c'est au ça, retour. Donc on peut dire aussi la grande forme de la Juventus qui reste sur 6 matchs, 6 victoires consécutives avec un 3-0 à Dortmund et un 3-0 à la Fiorentina. Et un Tevez de folie, mais qui est incertain pour le match de Ligue des Champions. Ce week-end, il est incertain sûr, et de Ligue des Champions, rien n'est sûr encore. Et à contrario, Monaco, je les trouve un peu en baisse de forme ces derniers temps. On l'a vu vendredi. Match nul contre Montpellier en Ligue 1. Ce soir, ils jouent à Caen. Ouais. Ligue 1, on verra bien. Peut-être qu'ils pensent déjà au match de Ligue des Champions avec ces 2 résultats assez difficiles. On verra contre Caen ce soir, mais ça risque d'être... je pense qu'ils ont le match, le match aller dans leur coin de leur tête, et ça les trotte un peu, donc on verra ça. Naofel, on t'a pas entendu sur ce sujet. Est-ce que pour toi, la Juve, c'est clairement un cran au-dessus qu'Arsenal ? La Juve, est-ce que c'est un adversaire beaucoup plus fort qu'Arsenal pour Monaco, selon toi ? Non, moi je pense que Monaco peut gagner, peut passer en tout cas. Elle a plus de chances de passer que Paris, je pense. Maintenant, Monaco, je pense qu'à l'aller, ça va être très très dur. À l'aller, ça va être très très dur pour eux. Et je pense qu'au retour chez eux, ils peuvent entamer la stratégie de la contre-attaque même. Et je pense avec Carrasco qui est très bien devant et qui tente, surtout, contrairement à d'autres attaquants. Je pense qu'ils peuvent passer grâce à Carrasco ou à un autre attaquant qui est devant, but devant les cages. Ok, je voudrais poser une question à notre expert foot italien, Maxime. La Juve, on le sait, se balade en championnat. Donc on peut dire que c'est bien pour eux parce qu'ils peuvent faire tourner, etc., se reposer. Mais on a vu que c'était la même chose avec le Bayern l'année dernière. Ils étaient en tête, totalement tranquilles, ils se baladaient en Bundesliga. Finalement, ils se sont pris une dérouillée contre le Real en demi-finale de la Ligue des Champions. Est-ce que finalement le fait de se promener comme ça en championnat pour la Juve, ça peut être un désavantage au final, paradoxalement? Eh bien, Allegri, l'entraîneur de la Juventus, se fie un peu à cet exemple du Bayern Munich, parce qu'il laisse il met souvent en place son équipe type en championnat, même s'ils ont, je rappelle, 14 points d'avance sur le second, donc 3-4 journées, ils peuvent valider leur titre. Donc non, je pense que ça va être... Donc la Juve ne fait pas la même erreur que le Bayern l'année dernière. C'est en tout cas ce que tu nous dis. Non, je pense pas. Non, je pense qu'au vu de... Il laisse les joueurs titulaires, entre guillemets, dans le bain pour qu'ils continuent à jouer tous les week-ends contre des grosses écuries. Bon, pas tout le temps en Italie, mais on va dire en Coupe d'Italie, il a laissé l'équipe... Il a fait tourner, mais au match retour, il a mis l'Armada. Là, en Ligue des Champions, il va mettre la grosse équipe également. Parfait. Maxime Adno. Mais pour la Juve, là, c'est vraiment le véritable gros match qu'on attend. Enfin, il y a eu le match contre Dortmund, mais là, il faut vraiment qu'ils se qualifient pour passer dans une autre stratosphère, je vais dire. Parce qu'ils se sont fait éliminer ces 3-4 dernières saisons, soit en huitième de finale, soit directement en poule. Oui, l'année dernière contre Galatasaray, exact. Et il y a 2 ans, en quart, mais contre le Bayern, qui était trop fort. Donc vraiment, si la Juve veut prouver que c'est un vraiment des plus grands clubs d'Europe, comme peut être le Barça, le Real ou le Bayern, faut qu'ils passent contre Monaco, et en demi, forcément, ils vont tomber sur un mastodonte, et là, on va vraiment voir leur réel niveau. Ouais, parce qu'on rappelle que la Juve, la dernière finale de Ligue des Champions, c'est 2003, et le dernier succès, c'est en 1996, si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez que ça commence à dater un peu pour une grosse écurie. Comme la Juve tout à l'heure, je sais plus lequel d'entre vous a parlé de l'absence de Pogba. Est-ce que pour vous, c'est l'élément clé, ça peut jouer en faveur de Monaco, Naofel? Ouais, je pense que Paul Pogba est une pièce maîtresse dans cette équipe. Je pense qu'aussi, comme il est absent, je pense que la Juve elle devra remodeler un peu son équipe, son effectif. Je pense que sans Paul Pogba, je vois pas la Juventus passer. Maxime.
Bon, après, il est quand même bien remplacé par Claudio Marchisio, qui fait quand même une saison on va dire de joueur enfin en remplaçant plutôt, qui fait quand même une saison énorme. Donc on l'a vu encore ce week-end, il a ratissé un nombre de ballons incalculable. Donc non, je pense qu'il est bien remplacé. Après, on peut aussi... Marquisio incertain pour le match. Pas incertain. Non, TVS et Pogba sont... Enfin, Pogba est sûr et ne sera pas du... C'est Tevez et Pirlo qui sont Tevez incertains. et Pirlo sont incertains, oui. Ok. Quelque chose à ajouter sur ce thème? Naofel. Non, je suis d'accord avec ce que dit Maxime. C'est juste que voilà, Paul Pogba, il est jeune, il est très très jeune. Il a la hargne, il a envie de goûter à la Ligue des Champions. Il veut gagner le titre avec Juventus avant de peut-être. Qu'il a déjà gagné, mais. Oui, mais je pense que Paul Pogba, aujourd'hui, comme il n'est pas là, je pense que Monaco va se servir de ce manque pour faire quelque chose face à cette équipe. Lucas. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Naofel. Je pense que justement, Paul Pogba, tu as parlé de sa jeunesse. On est en Ligue des Champions, on n'est pas en championnat. C'est un très bon jeune. Il n'a pas encore confirmé sur la scène européenne, donc je pense que son absence sera bien sûr préjudiciable à la Louve, mais je pense que, comme l'a dit Maxime, il sera bien remplacé. Allez, on change de thème, on laisse de côté la Ligue des Champions, on va parler un petit peu de la Coupe de la Ligue maintenant. Allez, la finale de la Coupe de la Ligue, c'est samedi au Stade de France. C'est Paris qui affronte Bastia. Je dis Paris-Bastia parce que bon, forcément le Stade de France est à Paris, donc Paris va jouer un petit peu à domicile. Alors messieurs les experts, je voudrais vous demander, Paris-Bastia, est-ce que ça sera une simple formalité pour le PSG ou bien faut s'attendre à un match piège, Lucas? Non, je pense que ce ne sera pas une simple formalité. Une finale, ce n'est jamais une simple formalité. On l'a vu d'ailleurs il y a 2 ou 3 ans, il me semble, Lyon contre Quevilly en finale de Coupe de France. Victoire à l'arraché de Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Donc je pense qu'il va falloir prendre cette finale au sérieux pour le Paris Saint-Germain. Il y a des blessés, il y a une finale, un quart de finale qui arrive dans 4 jours après. Donc je pense qu'il va falloir quand même être au maximum pour les Parisiens pour soulever une deuxième fois le trophée d'affilée. Maxime, formalité ou match piège pour Paris? Ni l'un ni l'autre, parce que ça peut être un match piège dans le sens où en championnat, on l'a bien vu, on menait 2-0 à Furiani, on s'en est pris 4. Après, défaite 4-2. Ouais. Défaite 4-2. Et formalité, non, mais comme l'a dit Lucas, ça reste une finale. Après, Bastia, là, ils jouent toute leur saison sur ce match, parce qu'en championnat, je pense qu'ils sont sauvés. Ils peuvent rien espérer avec l'Europe. Et Paris, ils ont quand même la plus grosse échéance qui arrive 3 jours plus tard, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Donc forcément, ils vont être un peu déconcentrés, je peux dire. Il y aura beaucoup de Bastiais au stade. Il va y avoir une ambiance assez sulfureuse, je vais dire. Donc je vois absolument pas Paris gagner de 2 ou 3 buts d'écart. Je vois plutôt un match très serré, un but, voire prolongation. Je rebondis sur ce que tu dis. Quand tu dis que Paris aura peut-être la tête à Barcelone, est-ce que vous partagez cet avis ou pas? Est-ce que Paris va inconsciemment peut-être être déjà au Parc des Princes contre le Barça? Mathieu Guillot qui nous a rejoint sur la table, bonjour. Autour de la table. Très heureux de vous retrouver. Là, nous aussi. Moi je dirais pas que le PSG va avoir la tête au Barça, puisque au final déjà ils veulent déjà réaliser le triplé historique. Après on peut quand même parler du SC Bastia qui c'est son rendez-vous de l'année. Et on a aussi Gislain Printemps, l'entraîneur du SC Bastia, qui a évoqué la possibilité de mettre Brandao dans le groupe, puisqu'il a purgé ses nombreux mois de suspension. Je voulais rajouter que Brandao est dans le groupe. C'est confirmé ? Oui, c'est confirmé cet après-midi. Merci de l'info, Lucas. Donc oui, il est peut-être en manque de compétition, mais c'est quand même Monsieur Coupe de la Ligue. Chaque année, il plante son nombre de buts dans cette compétition. Mais et on va surtout avoir un Paris Saint-Germain qui va, comme vous l'avez dit, va faire un peu tourner pour cette coupe, même si certains joueurs, vu qu'ils seront suspendus en Ligue des Champions, vont être forcés entre guillemets à devoir jouer les 90 minutes. Et on a aussi
un jeune joueur de 19 ans, donc Presnel Kipembe, qui pourrait carrément être titulaire directement pour la finale. Et est-ce que ça pourrait pas être une grosse faiblesse pour le Paris Saint-Germain? Lucas? Je ne sais pas s'il sera titulaire. Ça m'étonnerait quand même beaucoup que Laurent Blanc prenne un tel risque, surtout qu'on sait qu'il joue quand même sa place en cette fin de saison au Paris Saint-Germain. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est vrai que Brandao sera un atout considérable. Il a déjà remporté 3 fois, il me semble. Au moins 3 ou 4 fois d'affilée même. Hein. Ouais, il ouais, n'avait jamais ouais, perdu en ouais. Ligue des... Avec en Coupe de la Marseille, Ligue. avec Saint-Etienne. Avec Saint-Etienne, ouais. Donc ce sera un atout, oui, important. Mais là, c'est Brandao contre Zlatan quand même. Enfin, Maxime, je sais pas ce que t'en penses, mais... Juste, j'avais une petite question, je suis désolé de te Vas-y. couper. Vous pensez que pour les, je vais dire les Qataris, parce que c'est eux qui donnent les règles au Paris Saint-Germain, c'est plus important de gagner cette Coupe de la Ligue, quitte à faire c'est des plumes. un résultat, voilà, laisser des plumes, un résultat peut-être décevant contre Barcelone, ou alors perdre cette Coupe de la Ligue, mais être à fond et nous voir gagner contre Barcelone. Bon, c'est que la spéculation, mais... Bon, j'ai mon petit avis sur la question, mais c'est pas moi qui vais répondre. Je crois que Lucas voulait dire quelque chose là-dessus. Je pense tout simplement que les Qataris et Laurent Blanc ne choisiront ni l'un ni l'autre. Je pense qu'ils veulent les deux. Ils ne pourront pas laisser passer cette finale. Perdre cette finale serait un affront, surtout contre une équipe du calibre de Bastia. Donc je pense que Laurent Blanc va allier les deux pour pouvoir passer en demi et gagner. Je pense que Laurent Blanc, il n'a pas trop le choix de toute façon. Enfin, l'année dernière, ils ont réalisé le doublé. Là, les Qataris veulent encore un stade au-dessus. Donc je pense que s'ils réalisent le triplé, ça serait déjà très bien. Maxime, je crois que tu voulais revenir sur le duel Brandao-Ibra, déséquilibré ou pas? Je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, il n'y a pas de duel. Brandao, le type, il n'a pas joué depuis quoi? Depuis 6 mois, quelque chose comme ça. Depuis août, ouais. Depuis août, ils sont beaucoup de tête sur Monsieur Mota. Donc je pense qu'il n'y a absolument pas de duel. S'il joue, personnellement, je pense qu'il ne sera pas bon, parce qu'il sera à court de forme. Bon, ok, c'est Monsieur Coupe de la Ligue, mais pour moi, Zlatan, il va marquer 2, Brandao, il va rien faire. Et le retour de Lucas aussi, est-ce que ça sera le même cas que Brandao un peu? Il revient d'une longue blessure. Est-ce qu'il sera à court de forme, Mathieu? Bon, on parle pas du même talent non plus, mais... C'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais oui. Pas le même âge non plus. Oui. Pas la même expérience, on peut dire ça carrément. C'est non, vrai. mais Lucas est un très grand joueur, très important au PSG en plus. Lucas va apporter un vrai plus à cette équipe, tout en sachant que Zlatan va être à la pointe de l'attaque pour pouvoir terminer les actions. Mais pour autant, Brandao, je ne pense pas qu'il y aura aucun duel entre Brandao et le PSG, puisqu'on parle quand même d'un effet de surprise. Brandao, c'est pas la technicité incarnée, mais c'est quelqu'un qui termine les buts, qui est là toujours dans les grands moments. Et il a la hargne, et je pense qu'il peut poser beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain. Maxime, on t'a pas entendu sur le sujet. Est-ce que, tout à l'heure, Lucas l'a évoqué, Paris avait perdu 4-2 en championnat lors de la 20e journée le 10 janvier dernier. Est-ce que, selon toi, Bastia peut refaire le coup, c'est-à-dire battre le PSG, tout simplement? Voilà, le contexte est quand même différent. On parle d'une finale de Coupe de la Ligue, donc les deux équipes, je pense, vont être très concernées, surtout le Paris Saint-Germain qui veut tout gagner. Donc là, je pense le PSG plus concentré, plus sérieux, avec quand même sur le terrain de grandes stars. On pense à Ibra, en l'occurrence, qui a quand même l'expérience de ces rendez-vous importants. Après, oui, j'ai un peu peur je rebondis, je pense que c'est Lucas qui avait évoqué cette possibilité. J'ai un peu peur que les joueurs du Paris Saint-Germain pensent un peu trop vite au match de mercredi, pardon. S'ils mènent au score, donc un petit relâchement de leur part, en cas de, un peu comme au match de championnat, 1-0, 1-2-0, pense un peu vite au match de Ligue des Champions. Donc là, c'est un peu le point d'interrogation. Mathieu? Ouais, moi je pense pas qu'il y aura aucun relâchement de la part du Paris Saint-Germain, puisqu'il faut quand même avoir une bonne spirale positive pour pouvoir poser des gros problèmes au Barça. Et même si ce sera pas la même équipe qui jouera samedi et mercredi, c'est ça, qui jouera mercredi soir, je pense que c'est avant tout une aventure de groupe, et que s'ils partent, s'ils arrivent au Parc des Princes avec la Coupe de la Ligue dans la valise,
Je pense que ça va faire un tout autre contexte pour le Barça. Une bonne dynamique, donc c'est ça. Exactement, on y revient toujours de toute façon. Maxime. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mathieu. Avant tout, c'est le moral qui compte. Et si on gagne cette Coupe de la Ligue, c'est vrai qu'on va être à bloc. Même Bonucci, côté Juventus, l'a dit, le match contre Parme ce week-end est une victoire, c'est vital pour nous, pour la Juventus, pour arriver en forme contre Monaco. Mais pour moi, l'absent de ce match, un grand absent, c'est Edinson Cavani. On se souvient que l'année dernière, en finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon, c'est Cavani qui fait gagner le Paris Saint-Germain avec un doublé. Donc j'ai l'impression qu'il affectionne tout particulièrement cette... Joueur de coupe. Oui, joueur de coupe. C'est le Peut-être Brenda coupe de la Ligue. Le Brenda du PSG, c'est ça. Sans le coup de tête. Ça lui fera plaisir. Ouais. Sans le coup de tête et les contrôles du dos, oui, je crois que c'est lui. Parfait. Bah écoutez, merci de l'expertise. On va changer de sujet. Allez, le troisième thème, on oublie le foot, on passe un petit peu tennis. Ça tombe bien, on a un expert autour de la table. Mathieu, c'est toi l'expert tennis ici. Exactement. Donc, moi, je voulais te demander un petit truc. À 2 mois du début de Roland Garros, commence le 25 mai, ça va finir le 7 juin. Et au vu des dynamiques actuelles de Novak Djokovic et de Rafael Nadal, alors je voudrais savoir, est-ce que l'Espagnol qui est retombé à la 5e place au classement ATP, on le rappelle, est-ce qu'il est encore le grand favori pour triompher porte d'Auteuil ? En gros, la question c'est, est-ce que Nadal va remporter son 10e Roland Garros ou non ? Moi, je vais vous dire non, pour plusieurs raisons. Allez, on t'écoute. Parce que tout d'abord, tu viens de dire que à l'ATP, il est 5e mondial. Sauf que si on regarde le classement de 2015, uniquement les points de 2015. À la race. À la race, voilà, il est 9e. Donc c'est son pire taux depuis, si je me trompe pas, depuis 2007. Voilà. En dehors de Silic, c'est le seul joueur du top 10 ayant gagné le moins de matchs cette saison. Donc on voit vraiment qu'on a un Rafael Nadal très 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 en dessous de son niveau normal, on va dire. Il a évoqué dans plusieurs interviews un problème de mental. Donc je peux vous dire exactement ce qu'il a dit. Il va essayer de régler ça. Il ne sait pas si ce sera en une semaine, en 6 mois ou en 1 an, mais il va essayer de le régler. C'est quand même très problématique quand on arrive à la saison de la Terre là, qui va démarrer dans quelques semaines avec Monte Carlo. Je peux confirmer je peux pas confirmer qu'il va perdre, qu'il va pas gagner Roland Garros, mais c'est sa pire, Pire début de saison. Voilà, son pire début de saison, sa pire préparation. Ça faisait longtemps qu'il s'était pas rapproché de Roland Garros avec un bilan aussi mauvais. Exactement. On peut le dire. La seule fois où il s'est rapproché de Roland Garros avec un pire ratio, c'est en 2008. Il avait fait 7 défaites avant Roland Garros. Mais ça l'a pas empêché de gagner en 2008. Ça l'a pas empêché de gagner, mais c'est la moyenne des classements contre qui il a perdu, c'est autour de la 27e place. Et cette année, en 2015, il est déjà à 5 défaites avant 3 tournois majeurs, donc Monte Carlo, Madrid et Rome. La moyenne des classements contre qui il a perdu, elle est à la 40e place. Oui, puis des éliminations précoces dans des tournois prestigieux. Le dernier, là, c'était à Miami contre Verdasco au 3e tour. Ouais. Effectivement, tout à l'heure, tu as parlé des problèmes mentaux, un peu le problème mental de Nadal. Est-ce que ce problème mental, ça peut expliquer les problèmes physiques ? Parce qu'on sait que Nadal est blessé à répétition. Est-ce que le fait qu'il soit pas bien dans sa tête, ça peut expliquer ses problèmes physiques, toutes ces blessures ? Oui, on le voit dans plusieurs sports que le mental joue beaucoup sur le physique. On le voit par exemple avec Johan Kourkuf, pour revenir un tout petit peu au foot, qui a qu'en tête une seule chose, c'est ne pas se blesser. Après, dans le tennis, c'est pas exactement la même chose. Rafael Nadal, il est quand même sûr de son talent. Il arrive quand même, il arrive pas avec une confiance, mais à revenir sur la terre, pour lui, c'est quelque chose qui va, entre guillemets, le rassurer. Mais il y a aussi un problème mental qui va tourner autour de son ennemi ultime, qui est Novak Djokovic, qui fait le meilleur début de saison peut-être de toute sa carrière, puisqu'il est à 93,2% de victoire depuis l'US Open 2014. C'est énorme. Donc il va... C'est pas non plus lui qui va faire, c'est pas lui qui va perdre Roland Garros, c'est plutôt Novak Djokovic qui va le gagner, je pense. Voilà, j'allais dire Maxime, ça justement. Ouais. Je suis d'accord avec toi, et sachant que Djoko n'a jamais gagné Roland Garros, je pense que ça peut être Le seul tournoi du Grand Chelem qui lui manque, on le rappelle. exactement. Ça peut être son année. Ouais, on se rappelle de ses nombreuses finales sa fameuse finale contre Nadal qui s'est jouée sur 2 jours, où il était pas si loin de revenir à la charge, et que sur le lendemain il s'est fait totalement dévasté par Rafael Nadal. Mais on peut pas extrapoler non plus, mais Rafael Nadal va être en grosse difficulté, et pourquoi pas aussi un Gaël Monfils s'il revient de sa blessure contre Thomas Berdych dans son dernier match, avec un public en folie,
pourquoi pas faire une surprise. Enfin, le tennis, c'est un sport qui tourne énormément, qui tourne très rapidement. C'est bien pour ça qu'il faut pas non plus enterrer Rafael Nadal, qui peut revenir très très rapidement. On le verra dans quelques jours à Monte-Carlo. Et justement, tu parlais de mon fils et les Français, tu penses que c'est quoi leur chance? On pense. Parfait, c'est toi le présentateur. Maintenant, j'allais poser cette question justement, mais c'est pas vrai. Tu m'as devancé. Non, mais allez. Qu'est-ce que tu penses de l'état de forme de Gasquet? Bon, Bento, j'aime bien. Bon, il va pas aller en finale, c'est sûr. Que peuvent faire les Français sur cette saison de terre battue qui commence? Surtout de Tsonga. Avec Rome, Monte-Carlo, Madrid et Roland-Garros, évidemment. Les Français peuvent pas faire grand-chose, je pense, à Roland-Garros. Ils sont quand même très en dessous de la moyenne internationale. Le seul joueur en forme côté français, c'est Gilles Simon, qui reste sur une victoire contre... je sais plus, enfin, je vais pas dire des bêtises, mais il reste sur une très bonne, un très bon début de saison. Mais c'est pas à Miami. À Miami, oui, il s'est fait éliminer par David Ferrer, effectivement. Voilà, et bon, après c'est pas non plus la terre battue, c'est pas sa surface préférée. Après on a le fameux Wilfried Tsonga qui a un très mauvais souvenir de la terre battue. Il y a quelques mois, en novembre, en finale de Coupe Davis. Oui, ça c'est le cas pour tous les Français pour le coup. Oui, en particulier Tsonga, puisque c'est un peu lui qui a fait perdre la France, cette finale s'est transformée un peu en magazine closer avec est-ce qu'il va jouer ou est-ce qu'il va pas jouer. C'est peut-être un peu dur quand même de dire que c'est Tsonga qui a fait perdre la France. Non, après c'est un autre débat, on va peut-être pas revenir dessus, mais Tsonga a tellement raté de grands rendez-vous dans sa carrière que maintenant il va falloir vraiment se mettre un coup de pied au cul, excusez-moi l'expression. Mais quelle violence. Non mais Tsonga il peut faire quelque chose de fou. C'est celui qui a le jeu le plus complet de tous les Français, mais en même temps et maintenant le public français est très hostile à Joe Wilfried. C'est vrai. Il s'est mis le public à dos un petit peu quand même. Oui, depuis sa demi-finale contre Ferrer à Roland-Garros, où il avait dit que le public n'était pas derrière lui, c'est pour ça qu'il a perdu. C'est vrai. On se souvient. Ouais, on se souvient de cette cruelle, cette horrible. Ah non, défaite. c'était une dérouillée là. Oui, une dérouillée plutôt. Mais non, côté français, on n'a pas de grands espoirs. Richard Gasquet est trop en dessous trop en dessous physiquement et pas techniquement, trop en dessous physiquement tout simplement pour pouvoir rivaliser avec les plus grands joueurs. Ils vont faire comme d'habitude. Il n'a jamais fait de perf à Roland à part Gaël Monfils et Tsonga, sinon. Mais oui, c'est Gaël Monfils le seul qui pourrait, mais il est tellement inconstant, il compte tellement sur le public, il compte tellement sur un coup. Et son physique aussi, surtout qu'il le lâche souvent. Voilà, oui, on l'a vu là contre Thomas Berdych, il a une blessure, on voit pas trop comment parce qu'il retombe pas très mal sur la balle. Franchement, je vois pas les Français faire quelque chose de grand à Roland-Garros, même si on peut être étonné encore une fois avec le tennis qui change très souvent de destinée. Pour conclure sur le sujet Roland-Garros, est-ce que selon toi, selon vous, je sais pas, est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise? Je sais pas, un Roger Federer, un Andy Murray, un Ferrer, ou alors ça va encore s'apparenter à un duel Nadal-Djokovic? Maxime. Tout dépend de la forme de Nadal. Après, bien sûr que Federer peut aller loin. Ferrer, moi j'aime beaucoup, il joue très 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 bien sur terre battue. Mais bon, après, je pense que s'il joue contre son compatriote Nadal, dans un grand jour, Nadal, il est effroyable. Mais non, je pense pas qu'on aura une surprise, un nouveau nom, un nouveau vainqueur de Roland-Garros. Mathieu, surprise ou pas surprise? Peut-être pas une surprise, on a juste un Andy Murray qui est très en forme, qui a enfin réussi à aller en finale d'un Masters 1000, c'était un peu un blocage psychologique pour lui, donc il revient plutôt bien. Après on a Roger Federer qui revient... L'éternel. L'éternel, qui recommence à trouver un niveau très 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 intéressant. Après la terre battue c'est la surface la plus physique, donc on va voir comment il va aborder Monte-Carlo, Rome et Madrid. Mais des surprises à Roland, ça arrive souvent. Cette année, je pense que ça va être très compliqué pour les outsiders comme Nishikori ou David Ferrer, qui peuvent faire un gros coup à Roland-Garros, ça m'étonnerait. Bon, des surprises à Roland, ça arrive souvent, mais c'est toujours le même qui gagne au final. Donc au final, il n'y a pas trop de surprises. Oui, la seule grosse surprise, ça a été Soderling en 2009. 2009, oui,
depuis, on n'a plus jamais entendu parler à cause de sa grosse maladie. Mais oui, moi j'appelle une surprise quelqu'un qui a atteint les demi-finales et qui fait pas partie du top 10 ou du top 5. On va voir ce que ça va donner. Mais moi je pense que le top 5 est très en forme et que ça va être très très dur de les pousser. Maxime, un petit Juste, dernier mot. Non, mais tu as parlé de Söderling, j'étais pas au courant de sa maladie, c'est quoi? Je sais plus exactement le nom de sa maladie. C'est En tout cas, ça lui a fait arrêter le tennis pendant plusieurs années. ah bah car il peut plus reprendre le tennis. C'était une maladie. C'était pas une maladie physique, c'était comme une mononucléose. Ah, d'accord. Voilà, qui était trop fatigué pour pouvoir jouer le tennis professionnellement. Un talent gâché comme Juan Martín del Potro, un petit peu. On peut faire la petite comparaison. Merci, c'est tout pour la page tennis. Allez, maintenant pour conclure cette deuxième émission de temps additionnel, on va passer au traditionnel pronostic. On va faire le tour de la table. On va faire 3 matchs. Alors on va commencer à ma droite avec Maxime Adno. Paris-Bastia, ton pronostic? Paris-Bastia, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Lucas? Je vois un 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Maxime? 2-0. 2-0 pour Paris Bastia. Saint-Germain. Mathieu. En finale de Coupe de la Ligue, ouais, 2-0 pour le Paris Saint-Germain aussi, comme Maxime. Naofel peut-être, qui revient de la régie. Un petit pronostic sur Paris-Bastia. Je pense que ça va se terminer à 1-0 pour Paris Saint-Germain. Match serré donc. Deuxième match, Paris-Barcelone, quart de finale de la Ligue des Champions. Maxime, ton prono? Je sens bien le match nul, un peu comme Chelsea, je vais dire 1 partout. Lucas? Malheureusement, le supporter va parler, j'espère un 0-0. Ah ouais. Pas une victoire donc. Supporter, mais match nul, ça serait Déjà, une bonne chose. Déjà, je pense que ne pas prendre de but serait une très bonne chose. Oui. C'est vrai. Maxime? Je dirais plus, je vais décevoir les supporters parisiens. 2-1 pour le FC Barcelone. Bon, on se rejoint très souvent, Mathieu. Maxime. Je pensais exactement au même score. Je vois bien Paris bien débuter le match, mais le Barça va démarrer le rouleau compresseur et ça va être très difficile pour les Parisiens. Donc 2-1 pour le Barça. 2-1, parfait. Aucune originalité donc. Non, je copie exactement mon collègue. Parfait, très bien. Aucune personnalité. Le dernier match, Juventus-Monaco, pareil, quart de finale de la Ligue des Champions. Ça sera mardi. Paris-Barcelone, c'est mercredi, on l'a peut-être pas dit. Maxime? Ça, Juve-Monaco. c'est très dur à pronostiquer. Je pense quand même une victoire de la Juve, je vais dire 2-1. Comme ça fera plaisir aux Monégasques. 2-1, est-ce que ça serait un très bon résultat pour Monaco ou pas? Bah non, parce que c'est une défaite, mais tout de même marquer un but là-bas, c'est une bonne chose. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon résultat? Défaite 2-1? Non, on peut pas dire d'une défaite que ce soit un bon résultat. Maxime? Ouais, le point positif, ça va être le but à l'extérieur, hein, clairement. Après, c'est sûr qu'on va pas se réjouir d'une défaite. C'est sûr. Bon, Lucas, Juventus-Monaco, un petit pronostic? Malheureusement, je pense que le match risque d'être plié à l'aller. Je vois un 3-1 pour la Juventus. 3-1, c'est plié? Mais avec l'effectif qu'ils ont, je pense que ça risque d'être compliqué pour le retour. Oui. Parfait. Maxime? Compte tenu de leur série d'invincibilité à domicile en Ligue des Champions, ils sont sur 7 matchs sans défaite. Je vois pas Monaco créer l'exploit au Juventus Stadium, donc je dirais plus un 2-0 pour la Juventus. Mathieu, 2-0 aussi, c'est ça comme Maxime? Pas du tout. Moi, je vois bien un match à l'italienne, un match bien pourri, et je vais dire 0-0. C'est sympa pour le championnat italien. C'est vraiment cool. 0-0 Je donc? confirme mon 0-0. Parfait. Bah écoutez, merci à tous d'être venus. Merci à vous, Thibaut. Merci. On se retrouve la semaine prochaine dans Temps additionnel, vendredi, comme toutes les semaines. Allez, merci à tous. Ciao.